Dans une aire piétonne, n'importe quel usager peut circuler. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les piétons sont prioritaires. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une aire piétonne, comme son nom l'indique, est réservée exclusivement à la circulation des piétons. Souvent, on y rencontre des cyclistes, parce qu'un panneau spécifique les y autorise. Mais c'est tout. Les autres usagers n'ont pas le droit d'y circuler, sauf autorisation spéciale. Et s'ils ont cette dérogation, ils doivent céder le passage à tous les piétons d'où qu'ils viennent. Réponse B et C. Je réduis mon alcoolémie plus rapidement. En buvant du café? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En faisant de l'exercice? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il n'y a pas de solution miracle pour faire baisser l'alcoolémie. Le café ou les boissons énergisantes ne le font pas varier. L'aspirine non plus, pas plus que l'exercice physique. Tout au plus, cela peut masquer l'impression de fatigue, mais c'est tout. Les dangers liés à l'alcool demeurent: augmentation du temps de réaction, mauvaise interprétation des distances et des vitesses, prise de risque, décisions hasardeuses. Le seul moyen est d'attendre que le taux d'alcool baisse, et cela peut être long, à raison de 0,10 à 0,20 g par litre de sang. Parfois, une nuit entière ne suffit pas à revenir à zéro. Réponse B et D. Cette chaussée est à double sens. Réponse A. À sens unique. Réponse B. La limitation de vitesse commence au panneau. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau de limitation de vitesse n'est implanté que du côté droit. Cela veut-il dire que la circulation est à double sens? Non. Il y a un autre indice à prendre en compte: la ligne continue située à gauche de la chaussée. Si elle existe, c'est obligatoirement que la chaussée est à sens unique. Bon à savoir si j'envisage un dépassement. Quant au panneau rappel, il indique que la limitation de vitesse à 90 km/h ne commence pas au panneau, mais qu'elle s'appliquait déjà avant celui-ci. Réponse B et D. Si je perds 6 points la première année de permis probatoire, celui-ci sera invalidé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je devrais repasser le code. Réponse C. La conduite. Réponse D. Pendant la première année de permis probatoire, je dispose d'un capital de 6 points sur mon permis de conduire. Aussi, si je perds 6 points pendant cette période, en une seule fois ou en commettant plusieurs infractions, mon permis sera effectivement invalidé. Pendant la période probatoire, une invalidation m'obligerait à repasser le code et la conduite pour conduire à nouveau. Je devrais également subir une visite médicale et des tests psychotechniques. Réponse A, C et D. J'allume. Les feux de position seuls. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les feux de croisement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau bleu m'informe que je vais rentrer dans un tunnel. Mais ce n'est pas sa seule fonction. Il m'impose un certain nombre de règles, telles que
L'interdiction de faire demi-tour, l'interdiction de stationner ou de s'arrêter sauf en cas d'urgence, et uniquement sur les emplacements réservés à cet effet. Et il oblige aussi à allumer les feux de croisement, et uniquement cela. Réponse B et C. Je vérifie la pression des pneus alors que j'ai parcouru plus de 3 km. J'ajoute à la pression recommandée 0 bar, réponse A, 0,1 bar, réponse B, 0,3 bar, réponse C, 1 bar, réponse D. La pression des pneus se contrôle et s'ajuste de préférence à froid. Or, dès que l'on roule, les pneus s'échauffent. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas avoir parcouru plus de 3 km lors de ces opérations, et l'été, de vérifier la pression assez tôt le matin pour limiter l'échauffement dû au soleil. Si l'ajustement de la pression doit être effectué alors que l'on a circulé plus de 3 km, il convient de surgonfler les pneus de 0,3 bar. Ainsi, la pression sera correcte lorsque le pneu sera refroidi. Réponse C. Sans commettre d'infraction, je peux être soumis à un dépistage. D'alcoolémie, oui. Réponse A, non. Réponse B. De drogue, oui. Réponse C, non. Réponse D. Il y a plusieurs cas où un dépistage de drogue ou d'alcool est possible. Tout d'abord, après un accident, en particulier un accident corporel ou mortel. C'est généralement systématique. Mais aussi suite à n'importe quelle infraction. Cela arrive assez souvent en cas de refus de priorité ou en cas d'excès de vitesse élevée. Pour finir, je peux aussi être soumis à un dépistage lors d'un simple contrôle. Autrement dit, je peux être soumis à ces contrôles tout le temps, n'importe où et pour n'importe quelle raison. Réponse A et C. Une généralisation de l'autopartage permettrait de réduire la pollution, oui. Réponse A, non. Réponse B, les embouteillages, oui. Réponse C, non. Réponse D. L'autopartage est un service mettant à disposition un parc de voitures en libre service, disponible 24h24. C'est une solution adaptée aux utilisations de courte durée. Généralement de 1 heure à une journée maximum. Le reste du temps, cette voiture peut être utilisée par les autres abonnés. Dans les villes, ces véhicules disposent d'emplacements de stationnement qui leur sont réservés. Ainsi, leurs utilisateurs trouvent rapidement une place libre, pendant que les autres conducteurs tournent en rond pour trouver une place, souvent payante. Étant donné que ces véhicules circulent moins longtemps en ville, la pollution qu'ils génèrent est moins importante, et ils participent à rendre la circulation plus fluide. Réponse A et C. Je m'arrête pour laisser passer le piéton. Oui. Réponse A, non. Réponse B. Cette personne s'engage sur le passage pour piétons. Elle n'est pas encore engagée sur la voie où je circule, elle traverse une voie qui semble être une bande cyclable. Cependant, son intention de traverser la route ne fait aucun doute. Je m'arrête, et je peux même lui faire signe de passer pour qu'elle soit sûre de mon intention. Réponse A. Il est préférable de faire descendre un enfant. Côté rue, réponse A. Côté trottoir, réponse B. Cela enlève tout danger de collision. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est toujours préférable de faire descendre ses passagers, et plus particulièrement les enfants,
côté trottoir et non du côté de la rue. En raison des dangers liés à la circulation. Mais cela n'évite pas tout risque de collision. Sur les trottoirs, circulent des piétons, qui peuvent être surpris par l'ouverture de la porte. Il arrive aussi que des cyclistes soient autorisés à y circuler, donc prudence. Réponse B et D. Une alcoolémie de 0,2 g d'alcool par litre de sang est atteinte à partir de un verre d'alcool servi dans un bar, réponse A, 2 verres d'alcool servis dans un bar, réponse B, 3 verres d'alcool servis dans un bar, réponse C, 4 verres d'alcool servis dans un bar, réponse D. L'alcoolémie est sanctionnée à partir de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Ce taux d'alcoolémie peut être atteint des 3 verres, quelle que soit la boisson alcoolisée. Mais pour les conducteurs en période probatoire, le taux maximum n'est pas le même. Celui-ci est sanctionné à partir de 0,20 g d'alcool par litre de sang. Cette limite est atteinte dès l'absorption du premier verre. Réponse A. Je circule sur l'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un panneau indique la direction de l'autoroute à 40. Suis-je déjà sur l'autoroute? Oui. C'est la limitation de vitesse à 130 km/h qui me l'indique. Il n'y a que sur l'autoroute que cette limitation de vitesse est possible. Réponse A. Les feux diurnes ou feux de jour s'allument. À l'avant, oui. Réponse A, non. Réponse B. À l'arrière, oui. Réponse C, non. Réponse D. Les feux diurnes, appelés aussi feux de jour, sont les feux qui s'allument automatiquement dès le moteur tourne. Ils permettent de rendre la voiture mieux visible. Au nombre de 2, ils se trouvent uniquement à l'avant de la voiture. Aucun feu à l'arrière ne s'allume lorsqu'ils sont en fonction. Réponse A et D. J'ai terminé le dépassement du camion. Je reviens dans la voie de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voie située à ma droite comporte des traits larges. Ce qui signifie qu'elle est réservée à certains usagers. Probablement les véhicules lents. Je n'ai donc pas le droit d'y circuler, sauf si ma vitesse ne dépasse pas 60 km/h. Mais ce n'est probablement pas le cas. Réponse B. La première année de mon permis probatoire, sans commettre d'infraction, je dispose de 6 points. Si j'ai suivi une formation AAC, oui. Réponse A, non. Réponse B. Si j'ai suivi une formation traditionnelle, oui. Réponse C, non. Réponse D. La première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Peu importe la formule d'apprentissage choisie, en conduite accompagnée ou en formation traditionnelle. Les années suivantes en revanche le nombre de points sera différent. Si j'ai opté pour la conduite accompagnée, mon permis de conduire sera crédité de 3 points chaque année, contre 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Tout cela bien sûr, là encore, si je ne commets pas d'infraction. Réponse A et C. Le fonctionnement de la climatisation augmente. La consommation de carburant? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les émissions de CO2? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
La climatisation a besoin d'énergie pour fonctionner. Son énergie provient du moteur de la voiture, ce qui lui demande un effort supplémentaire. En conséquence, la consommation de carburant augmente. Étant donné qu'il y a un lien entre consommation de carburant et pollution, les émissions de CO2 du moteur sont plus importantes lorsque la climatisation fonctionne. Réponse A et C. Sur autoroute, la première cause d'accident est l'alcool, réponse A, la vitesse, réponse B, le non-respect des intervalles de sécurité, réponse C, la somnolence, réponse D. L'autoroute, c'est parfois monotone. Les longues lignes droites et l'absence d'intersection favorisent l'endormissement. Elle reste cependant le réseau le plus sûr pour circuler. Mais souvent, les conducteurs ne font pas suffisamment de pauses, conseillées toutes les 2 heures maximum, et la somnolence s'installe. Conséquence, la somnolence est la première cause d'accident sur autoroute, 30% des accidents, un accident sur 3. Devant la vitesse, l'alcool et le non-respect des intervalles de sécurité. Réponse D. Je pourrais m'arrêter à l'abri sous ce pont pour équiper ma voiture de chaîne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner sur ou sous un pont, ou encore dans un tunnel. Je serais peu visible des usagers entrant sous le pont, ils seraient surpris, ce qui serait particulièrement dangereux. Pour équiper ma voiture de chaîne, je dois donc trouver un endroit approprié, non gênant, et de préférence assez isolé de la circulation. Réponse B. Pour dépasser un cycliste, je peux franchir une ligne continue, oui, réponse A, non, réponse B, chevaucher une ligne continue, oui, réponse C, non, réponse D. Pour dépasser un cycliste hors agglomération, je dois laisser un intervalle latéral d'au moins 1,50 m minimum. Ce qui m'obligerait à chevaucher la ligne continue. C'est autorisé. Si personne n'arrive en face et que personne n'est sur le point de me dépasser, je peux chevaucher cette ligne, comme le fait la voiture devant moi. Mais attention, ce n'est autorisé que pour le dépassement de cyclistes, et le franchissement total de cette ligne, c'est-à-dire si les 4 roues de ma voiture passent de l'autre côté de la ligne, reste interdit. Réponse B et C. Si je prends un virage à 100 km/h au lieu de 50, les effets de la vitesse sur la tenue de route sont inchangés, réponse A, multiplié par 2, réponse B, multiplié par 3, réponse C, multiplié par 4, réponse D. Il serait logique de penser que la différence de vitesse entre 100 et 50 km/h multiplie les effets de la vitesse par 2. Sauf que les lois de la physique ne fonctionnent pas comme ça. Si on double la vitesse, 60 au lieu de 30, 100 au lieu de 50, peu importe, les distances de freinage sont multipliées par 4, les forces qui agissent en virage sont elles aussi multipliées par 4, en cas de choc, la violence de celui-ci est elle aussi multipliée par 4. Réponse D. Sur une voiture à boîte automatique, la position R permet d'avancer, réponse A, de reculer, réponse B, d'immobiliser la voiture, réponse C. Sur une voiture à boîte de vitesses automatique, on trouve au moins 4 positions. P, pour immobiliser la voiture, mais attention,
cette position ne remplace pas le frein de parking, ou frein à main, R, pour reculer, N, pour le point mort, le moteur tourne sans entraîner les roues, mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente, et D, pour avancer. On peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur, en position D, ou de bloquer une vitesse, pour utiliser le frein moteur, notamment dans une grande descente. Réponse B. Dans une longue descente, j'utilise essentiellement le frein moteur, réponse A, la pédale de frein, réponse B. Pour économiser du carburant, je circule au point mort, réponse C. Je coupe le moteur, réponse D. Dans une longue descente comme celle-ci, freiner en continu entraînerait un échauffement des freins. Ils perdraient leur efficacité, et cela pourrait être irrémédiable. Mettre la boîte de vitesse au point mort ne serait pas non plus une solution. D'une part, la voiture risquerait de prendre de la vitesse, d'autre part, le conducteur serait alors privé d'une partie du contrôle de la voiture. Et cela ne permettrait aucune économie, le moteur a besoin de carburant pour tourner au ralenti. La solution, c'est d'utiliser le frein moteur. C'est-à-dire de ne plus accélérer, voire de descendre une ou plusieurs vitesses afin de stabiliser l'allure. Quitte à freiner de temps en temps si besoin. Dans ce cas, la consommation de carburant est nulle, c'est la vitesse de la voiture qui assure la rotation du moteur, pas le carburant. Quant à couper le moteur, ce serait le meilleur moyen de se retrouver sans frein et sans direction. Puisque les assistances ne fonctionnent que moteur allumé. Réponse A. Il ne neige plus. J'allume. Les feux de brouillard, avant, réponse A. Arrière, réponse B. Les feux de croisement, oui, réponse C. Non, réponse D. Il ne neige plus, mais ma voiture doit être bien visible, surtout lorsque la route est glissante. En me voyant plus tôt, les autres usagers pourront anticiper. Pour ce faire, j'allume les feux de croisement. Mais surtout pas les feux de brouillard, avant ou arrière, qui ne serviraient à rien, mais pourraient gêner les autres usagers. Réponse C. Ma voiture est équipée du stationnement automatique Park Assist. Il n'y a aucun risque de heurter un obstacle. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Je surveille ce qui se passe derrière moi et autour de moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le parc assist est un système qui facilite le stationnement. Dans le cas d'un rangement en créneau, le système assure automatiquement la rotation du volant, pendant que le conducteur n'a plus qu'à s'occuper des pédales. Mais attention, le système n'agit pas sur les freins. Aussi il est important de continuer à bien surveiller autour de soi, dans l'intervalle où l'on veut se garer, mais aussi la circulation qui nous entoure. Sinon, il y a un gros risque de heurter quelque chose, ou d'être heurté par un véhicule qui passe à proximité. Réponse B et C. Toutes les intersections où la priorité à droite s'applique sont signalées par ce panneau si je circule. En agglomération, oui, réponse A. Non, réponse B. En race campagne, oui, réponse C. Non, réponse D.
Les intersections où je dois céder le passage à droite ne sont pas toujours signalées par un panneau. Elles le sont plus hors agglomération qu'en agglomération, mais ce n'est pas systématique. À moi d'être vigilant et de ralentir systématiquement à chaque intersection. Une intersection est toujours une zone de danger, que je doive céder le passage ou non. Réponse B et D. Je perds 1 point lors de la première année de permis. À la fin de la période probatoire, mon capital sera de 5 points, réponse A, 6 points, réponse B, 11 points, réponse C, 12 points, réponse D. À l'obtention de mon permis, mon capital est de 6 points. Chaque année, s'ajoutent 2 ou 3 points supplémentaires, selon la formation suivie, à condition de ne commettre aucune infraction. La perte de points pendant la période de permis probatoire bloque le processus qui permet d'obtenir ces points supplémentaires pendant toute cette période. Ainsi, si je perds 1 point la première année, mon capital passera à 5 points. Le point perdu me sera restitué automatiquement au bout de 6 mois. Mais le nombre de points sur mon permis restera à 6 pendant 3 ans à compter de la date du paiement de l'amende. Réponse B. Par rapport aux limitations de vitesse s'appliquant aux autres poids lourds, les limitations de vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses sont les mêmes, réponse A, plus hautes, réponse B, plus basses, réponse C. D'une façon générale, les poids lourds ont des limitations de vitesse plus basses que tous les autres véhicules. Par exemple, 60 ou 80 km/h sur route, selon si elles sont à caractère prioritaire ou non, et 90 km/h sur autoroute. Pour les véhicules transportant des matières dangereuses, ces limitations sont encore abaissées. Je ne dois pas me faire surprendre si j'arrive derrière l'un d'eux, et surtout, rester patient si le dépassement n'est pas possible. S'il roule lentement, c'est pour des raisons de sécurité. Réponse C. Pour économiser du carburant, je choisis toujours les trajets les plus courts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je choisis l'horaire de façon stratégique. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'organisation d'un parcours joue un rôle sur la consommation de carburant. Le mieux est de choisir l'horaire de départ de façon stratégique, de façon à avoir la circulation la plus fluide possible, notamment à proximité des grandes villes. En semaine, on sait que les embouteillages ont lieu le plus souvent entre 7h et 9h, puis entre 17h et 19h. Il est donc assez facile de les prévoir. Je peux aussi limiter le risque d'être pris dans les embouteillages en évitant la traversée de certaines villes. Cela m'obligera à faire quelques kilomètres de plus, mais j'y gagnerai en temps et en consommation. Pour cela, l'aide d'un GPS peut être précieuse. Enfin, lors des départs en vacances, je peux privilégier les itinéraires BIS, parfois un peu plus longs en distance, mais généralement plus fluides, donc plus rapides. Là encore, cela permet une économie de carburant. Réponse B et C. L'expérience de la conduite permet d'explorer plus efficacement l'environnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet de sélectionner et hiérarchiser les indices. Oui, réponse C. Non, réponse D. Après quelques années d'expérience et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres parcourus, un conducteur s'est forgé une expérience qui lui permet de mieux identifier les situations dangereuses. Son regard est plus mobile, plus efficace, et surtout, il sait hiérarchiser les informations, autrement dit, il sait donner plus d'importance aux indices réellement utiles ou pouvant annoncer un danger potentiel. Réponse A et C.
Dans ces conditions, l'adhérence est la même que je circule avec des pneus été ou hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il neige, c'est que la température est proche de 0 degré. Dans ces conditions, même s'il n'y a pas de neige sur la route, les pneus IV font la différence avec les pneus accent aigu TE accent aigu. Ils offrent une bien meilleure adhérence puisque leur gomme est plus tendre et que les rainures évacuent plus d'eau. Ce qui se traduit par une bien meilleure adhérence en termes de motricité, de tenue de route et de freinage. Les pneus IV surpassent les pneus accent aigu TE accent aigu dès que la température descend en dessous de 7 degrés. Réponse B. Laisser un animal plusieurs minutes dans une voiture stationnée peut entraîner sa déshydratation, oui. Réponse A, non. Réponse B, sa mort, oui. Réponse C, non. Réponse D. En plein soleil, l'habitacle d'une voiture stationnée monte rapidement en température. En 10 minutes, il peut atteindre 60 degrés C, voire plus par endroit, sous le pare-brise par exemple. Laisser un animal ou un enfant dans ces conditions, même avec des vitres teintées ou légèrement entr'ouvertes, entraînera rapidement sa déshydratation. Il perdra connaissance sans se manifester, avant de décéder d'un arrêt cardiaque. Attention, ce phénomène peut se produire également l'hiver, alors que la température extérieure est fraîche. Réponse A et C. Si les plaquettes de frein sont proches de leur usure maximale, il est conseillé d'ajouter du liquide de frein, réponse A, de ne pas ajouter de liquide de frein, réponse B. Au fur et à mesure que les plaquettes de frein s'usent, le niveau du liquide de frein baisse. C'est tout à fait normal. C'est ce qui assure une bonne qualité de freinage malgré cette usure. Mais le volume de liquide ne disparaît pas. Lors du remplacement des plaquettes, le niveau remonte automatiquement. Donc si les plaquettes de frein sont relativement usées et que le niveau se rapproche tout doucement du minimum, il ne faut surtout pas en ajouter. Sinon, lors du remplacement des plaquettes, le niveau sera trop haut. Tant que le niveau se trouve au-dessus du minimum, inutile de faire l'appoint de liquide de frein. En revanche, s'il se trouve en dessous, il est urgent de faire vérifier tout le circuit par un professionnel. Il y a une fuite, et c'est très grave. Réponse B. Les objets légers mais volumineux doivent être placés de préférence au centre de la voiture, réponse A, dans le coffre, réponse B. Les objets volumineux et légers ne perturbent pas le comportement de la voiture au freinage ou dans les virages. À la différence des objets lourds. Ils n'ont donc pas besoin d'être placés spécialement banicentrés. Cependant, ils peuvent masquer la visibilité, en particulier vers l'arrière. Pour limiter cette gêne, le mieux est de les placer dans le coffre. Attention, en cas d'accident, un objet même relativement léger peut se transformer en projectile dangereux. Réponse B. Pour aller vers Tours, je devrais emprunter ce carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'approche d'un carrefour à sens giratoire. Celui-ci a une particularité, pour aller vers Tours, je pourrais éviter le giratoire. En effet, un aménagement est prévu pour le contourner. Cela évite de surcharger le rond-point. Et peut me permettre de gagner un peu de temps. Réponse B. Une bonne acuité visuelle, 8 à 10 dixièmes, permet de lire
Un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres environ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une limitation de vitesse hors agglomération à 150 mètres environ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La grande majorité des indices utiles pour la conduite passe par la vue. C'est pourquoi elle doit être excellente, afin de détecter les informations le plus tôt possible. Normalement, je devrais pouvoir lire un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres environ, et une limitation de vitesse à 150 mètres. Si ce n'est pas le cas, j'ai intérêt à faire contrôler ma vue, des verres correcteurs pour voir de loin sont peut-être nécessaires. Réponse A et C. La voiture et le camion tournent sur leur gauche. Le conducteur de la voiture devrait tenter de passer avant le camion. Réponse A. Continuer jusqu'à la ligne de stop et laisser passer le camion. Réponse B. Serrer à droite et s'arrêter dès que possible. Réponse C. Un véhicule encombrant, et en particulier lorsqu'il est long, a besoin de beaucoup de place pour tourner sans monter sur les trottoirs, l'accotement, ou sans empiéter sur des voies où il ne devrait normalement pas aller. C'est pour cette raison que ce camion, mais il en serait de même s'il s'agissait d'un bus, va probablement empiéter sur la ligne de stop. L'automobiliste, qui dans tous les cas doit laisser passer le camion, a donc intérêt à s'arrêter dès maintenant et même à serrer sur sa droite. Il reprendra sa route et sa place, serré à la ligne pour tourner à gauche, qu'une fois le camion passé. Réponse C. Seul dans ma voiture, sans chargement, la hauteur des feux est réglée sur 3. Je risque d'éblouir les usagers arrivant en face. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les feux éclaireront moins loin. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si je suis seul dans la voiture et que celle-ci n'est pas chargée, la commande de réglage de la hauteur des feux devrait être réglée sur 0, ce qui correspond à la hauteur maximale du faisceau. Si elle est réglée sur 3, le faisceau est trop bas, je ne risque pas d'éblouir les usagers arrivant en face, mais mes feux éclaireront moins loin. Ce qui est dangereux. Réponse B et C. J'attends pour revenir en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque la chaussée n'est pas éclairée, je dois circuler en feu de route. Mais un véhicule arrive en face. Je vois déjà ses feux. Même s'il semble loin, je reviens en feu de croisement pour ne pas éblouir son conducteur. Et bien sûr, je ralentis pour compenser la perte de visibilité. En effet, les feux de croisement ont une portée bien inférieure à celle des feux de route. Si je circule à 80 km/h, la portée des feux de croisement est inférieure à la distance minimum d'arrêt, 50 à 60 mètres de portée efficace des feux de croisement pour 60 mètres de distance d'arrêt. Je risque donc d'être trop court pour m'arrêter si je détecte un obstacle, surtout si celui-ci est de couleur sombre. Réponse B et C. Un camion qui comporte cette plaque est un véhicule immatriculé à l'étranger. Réponse A. Un véhicule transportant des matières dangereuses. Réponse B. Un véhicule qui comporte cette plaque peut être immatriculé en France ou à l'étranger. Celle-ci n'a aucun rapport avec le pays d'origine.
Cette plaque indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. Je dois donc plus que d'habitude garder mes distances avec lui, et le signaler au secours s'il est impliqué dans un accident afin de dépêcher sur place des moyens adaptés. Réponse B. La nuit, le champ visuel est rétréci. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La reconnaissance des formes est perturbée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La nuit, le champ visuel se résume à la portée des feux. Difficile donc de voir loin, plus particulièrement si je circule en feu de croisement, et impossible de voir sur les côtés. Les formes sont aussi plus difficiles à reconnaître puisque certaines surfaces ne reflètent pas la lumière, alors que d'autres sont très réfléchissantes. On peut ajouter à cela que les distances et les vitesses peuvent être faussées. La circulation de nuit est un exercice difficile, même s'il y a moins de trafic. Pour preuve, il y a autant de tués la nuit que le jour. Réponse A et C.